السلام عليكم الزول في اللون والصحة فطوركم. اسمحوا لي je suis toujours malade مازلت مريض donc j'ai la voix qui est un peu pardon la voix qui est un peu enrouée, mais je voulais d'abord vous remercier pour les hommes et les femmes qui ont regardé massivement la dernière vidéo sur la proposition d'échanger l'auteur algéro-français qui est actuellement à l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger contre l'ancien ministre corrompu Abdeslam Bouchouareb qui vit des jours très paisibles sur la Côte d'Azur française. Et vous savez que c'est un ami extrêmement proche du président français Emmanuel Macron. Je vous en ai parlé en détail. Alors j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions suite à cette vidéo, positives, négatives, neutres. En tout cas, quand j'ai vu qu'il y a eu 155 000 personnes qui ont suivi cette vidéo, je ne vous cache pas que ça m'a fait plaisir de voir que, en ce moment où nous assistons à une nouvelle bataille d'Alger, car pour réagir aux propos de l'ancien ministre algérien et ancien ambassadeur d'Algérie à Madrid, Si Abdelaziz Arahabi, oui, l'Algérie est redevenue un élément de la politique intérieure française, comme en 1957 avec la bataille d'Alger. Et je vous rappelle que l'État français a mis un temps fou avant de considérer qu'il était en guerre avec l'Algérie. Il considérait que ce qui se passait en Algérie, c'était simplement des événements. Et aujourd'hui, en 2025, l'État français reconsidère à nouveau, malgré 63 années d'indépendance, l'Algérie comme un problème de politique intérieure. Et c'est parce que l'État français considère l'Algérie comme un problème de politique intérieure que c'est le ministre français de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, qui gère, qui traite et qui prend des décisions pour tout ce qui concerne l'Algérie. Alors, comme j'avais fait cette proposition au président de la République algérienne, c'est Abdelmajid Tebboune, d'échanger cet auteur algéro-français contre l'ancien ministre Abdeslam Bouchouareb, je n'ai pas eu le temps de détailler ma proposition. Car dans ce type de problème, il faut être extrêmement précis, pointu et documenté. Ce n'est pas une discussion de café ou une discussion de comptoir. Il s'agit de savoir par quels moyens efficaces on peut sortir de la crise entre Paris et Alger sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, sans continuer ce jeu sordide des communiqués de presse d'un côté et des déclarations publiques de l'autre. Aujourd'hui, l'heure est à la responsabilité, à l'efficacité et aux intérêts partagés du peuple algérien et de la communauté algérienne vivant en France. Alors, je vais vous montrer deux photos pour que vous sachiez que la solution à ce problème est une solution politique et la responsabilité de cette solution politique incombe à des ministres de l'Intérieur. Et vous allez comprendre. Donc ici, nous avons le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau. Et ici, nous avons l'ancien ministre britannique de l'Intérieur, Monsieur Alan Johnson. Et je vais vous dire pourquoi je vous montre ces deux images. Le conflit actuel concerne deux Algériens qui sont considérés comme deux agents de normalisation avec Tel Aviv. C'est pas moi qui le dis, c'est suite à une vidéo publiée par le Mossad et qui date de 2012 où on voit cet auteur algéro-français qui était le directeur central
au ministère de l'Industrie algérien en 1996-1997 et son patron, son chef, c'est Abdeslam Bouchouareb que l'on voit ici en relation très amicale, voire fraternelle avec le président de la République française, monsieur Emmanuel Macron, devant le Ksar Hokouma, c'est-à-dire devant le palais du gouvernement en Algérie, car tous les deux s'occupaient de l'économie avant 2017. Donc nous avons cet auteur algéro-français qui était l'adjoint de Abdeslam Bouchouareb au ministère de l'Industrie. Et tous les deux avaient une fonction très précise, c'était comment amener l'Algérie à établir des relations diplomatiques, politiques, commerciales, financières avec Tel Aviv. Et lors du sommet de Davos qui réunit les hommes les plus puissants de la planète, ces deux personnes-là avaient pour mission de nouer des contacts avec le gouvernement du génocidaire Netanyahou. Donc ces deux personnes sont des agents de normalisation. C'est pas moi qui le dis, c'est cet auteur algéro-français qui l'a dit très clairement lors de cette interview, publiée par le Mossad pour peut-être dire et exprimer à l'opinion publique internationale que c'est un de leurs hommes. Et c'est parce que ces deux hommes sont des agents de normalisation que la France les défend bec et ongle. Bec et ongle. Celui-ci n'est français que depuis 6 mois, et celui-ci, vous savez que son père est harki. Bon, c'est pas de sa faute, hein. C'est son père qui était harki. Lui, c'est simplement un enfant de harki. Et je tiens à apporter cette précision pour ne pas que les enfants de harki soient visés. Les enfants de harki ne sont pas responsables des agissements de leur père. Mais quand un enfant de harki défend davantage les intérêts de la France plutôt que les intérêts de l'Algérie lorsqu'on est ministre d'un gouvernement algérien, il y a des questions à se poser. Alors, comme je l'ai évoqué lors de la précédente vidéo, c'est comment les services secrets algériens, c'est-à-dire le DRS, comment ont-ils pu valider la nomination de ce monsieur au poste de ministre de l'Industrie et la nomination de ce monsieur au poste de directeur central de l'industrie. Comment c'est possible? Et l'opinion publique algérienne, les 46 millions d'Algériens, ont le droit de savoir pourquoi nos services secrets ont pu laisser ces personnes diriger l'industrie algérienne pendant de très très longues années. Comment c'est possible? Le pays des 5 millions et demi de shahids, comment a-t-il pu laisser des agents de normalisation gérer des contrats, négocier des contrats avec des entités étrangères en mettant de côté les intérêts de l'Algérie pour privilégier les intérêts de pays étrangers? C'est une question qui demande des réponses concrètes des services secrets algériens. Vous savez que les chefs des services secrets algériens ont été emprisonnés à partir de 2019, et je crois que l'Algérie a le droit de savoir comment on a pu laisser ces personnes-là être occupées des fonctions aussi importantes au sein du gouvernement algérien. Alors maintenant, on va aborder la question précise de la proposition que j'ai émise, c'est-à-dire échanger l'auteur algéro-français contre l'ancien ministre de l'Industrie algérien. Tous les deux sont algériens. Et d'abord, en préambule, je veux détailler ma réponse à ce qu'a dit l'avocat général de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence où vit cet ancien ministre algérien qui, je le rappelle, possédait un appartement de 3 millions d'euros en face de Notre-Dame à Paris. C'est-à-dire qu'il ouvre sa fenêtre et il a Notre-Dame devant lui. C'est une vue imprenable sur le monument le plus important en France après la Tour Eiffel. Donc, l'avocat général français a dit qu'il ne pouvait pas répondre favorablement à la demande de la justice
algérienne de l'extrader en Algérie? Première question. Avant d'extrader, il serait peut-être bon, par exemple, de juger ce monsieur en France, car la convention d'entraide judiciaire entre l'Algérie et le Maroc permet à la justice française de juger cette personne-là en France. Il n'y a aucun problème. Les Anglais l'ont fait et je vais y revenir. Donc la France préfère laisser ce monsieur en liberté alors qu'il est accusé et a été jugé pour corruption en Algérie. 5 peines de 20 ans, c'est-à-dire que cet ancien ministre agent de normalisation avec Tel Aviv a été condamné à 100 années de prison par la justice algérienne. Et dans le cas de cette convention d'entente judiciaire entre la France et l'Algérie, qui a été signée le 5 octobre 2016, elle prévoit une entraide judiciaire entre la justice française et la justice algérienne. Donc c'est très clair, vous pouvez la lire, elle fait 16 pages, donc vous pouvez la lire, hein. Je l'ai lu en détail, je vous en ai lu quelques informations croustillantes, mais la France a le devoir de respecter cette convention. D'ailleurs, c'est grâce à cette convention que j'ai été ruiné en France. La France m'a saisi, comme vous le savez, tous mes appartements et bloqué tous mes comptes bancaires. La preuve, je vous donne un exemple, hein, que je vous ai déjà cité, mais c'est important pour les besoins de cette vidéo. Donc l'article 13 de cette convention d'entente judiciaire porte sur la demande d'information en matière bancaire. Voilà, demande d'information en matière bancaire. Est-ce que vous savez que la justice française peut demander à la justice algérienne toutes les informations bancaires de tous les citoyens algériens dont elle souhaite avoir les informations? Et réciproquement, la justice algérienne peut demander à la justice française toutes les informations bancaires des citoyens algériens qui vivent en France. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucun secret bancaire. L'Algérie et la France sont au courant de tout ce que vous possédez, aussi bien en France qu'en Algérie. C'est important de le préciser. Et comme je l'ai dit aussi lors de la précédente vidéo, il y a ce qu'on appelle des livraisons surveillées, c'est-à-dire que l'Algérie peut demander à la France de livrer un Algérien, ou un Français d'ailleurs, et la France peut demander à l'Algérie de livrer un citoyen algérien ou français qui serait en Algérie. Donc voilà, toutes ces informations sont disponibles sur Internet sans aucun problème. Donc, revenons donc à l'argument de l'avocat général français. Il a dit que si on envoie Abdeslam Bouchouareb en Algérie, il va mourir. C'est pour y mourir. Et c'est pour ça qu'il est opposé à l'extradition de Abdeslam Bouchouareb en Algérie. Alors maintenant, on va être extrêmement précis. Vous connaissez cet homme. C'est l'ancien chef d'entreprise algérien Rafik Khalifa ou Abdelmoumen Khalifa. C'était l'équivalent dans les années 2000 de Arab Rab, le président de Cévital aujourd'hui. C'était la première fortune d'Algérie. En 2003, l'Algérie a demandé l'extradition de Rafik Khalifa. Et il a fallu 7 années de négociations pour que, en 2010, Londres, car Rafik Khalifa était emprisonné à Londres à partir de 2007. Donc en 2010, Londres avait donné l'accord pour extrader Rafik Khalifa vers l'Algérie. Regarde, je vous montre la date. Donc 28 avril 2010. Donc il y a eu des recours qui ont été formulés. Et ces recours ont duré 3 ans. Au bout de 3 ans, la Grande-Bretagne a décidé d'extrader le mania Rafik Khalifa en Algérie. Regardez la date, 24 décembre 2013. Et qui a donné l'accord? C'est le ministre de l'Intérieur britannique, Alan Johnson. Voici monsieur Alan Johnson. Donc la procédure est longue, mais ça a été approuvé. Et toute la presse de l'époque, là j'ai fait exprès de prendre un article de Jeune Afrique, voilà,
la Grande-Bretagne a extradé le mania algérien Rafik Khalifa vers l'Algérie. Voilà, il date du 24 décembre 2013. Alors, comment cette extradition a été possible? Cette extradition a été possible car l'Algérie a donné des garanties à la Grande-Bretagne, donc à M. Alan Johnson en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a eu ce qu'on appelle une convention judiciaire entre l'Algérie et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni étant l'Angleterre. Cette convention judiciaire a précisé les procédures légales et les dispositions qui permettaient donc à Rafik Khalifa d'avoir un procès équitable. Voilà. Assurer un procès équitable. Et voici la phrase: cette extradition intervient conformément aux procédures légales et aux dispositions de la convention judiciaire entre l'Algérie et le Royaume-Uni pour garantir, assurer un procès équitable. Donc voici la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur, M. Alan Johnson, a accepté l'extradition. Alors, il s'avère, comme vous le savez, que j'ai vécu 6 mois avec Rafik Khalifa à la prison de Chlef entre mai et septembre 2022. Et j'ai lu la convention qui a été signée entre l'Algérie et le Royaume-Uni et qui a permis l'extradition de Rafik Khalifa en Algérie. Que stipulait cet accord, cette convention entre les deux pays? Il stipulait plusieurs points. Le premier point, c'est que Rafik Khalifa serait dans une cellule avec au maximum 2 personnes. Je dis bien 2 personnes. Il faut savoir que lorsque Rafik Khalifa a été extradé en Algérie, pendant les 5 premières années, il était tout seul. Donc c'était en 2013. Il était absolument tout seul à la prison d'Al-Harrach. Donc il avait la tranquillité, la sécurité, et il était dans une cellule avec un lavabo, des toilettes hachakoum, et sa nourriture habituelle, le café le matin, le midi le déjeuner, et le soir le dîner. Et il n'a eu aucun problème. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, très important, c'est que dans cette convention prévue, signée entre l'Algérie et l'Angleterre, il était prévu que lors des déplacements du prisonnier, car vous savez qu'on ne peut pas purger toute sa peine dans la même prison. Moi-même, j'ai été dans 4 prisons différentes, à la prison de Oléa, la prison de Chlef, la prison de l'Abdesudéchir dans le désert et la prison d'Al-Harrach. Donc cette convention prévoyait que l'Algérie, l'administration pénitentiaire algérienne, ne pouvait pas déplacer le prisonnier Rafik Khalifa dans un rayon supérieur à 250 km de la capitale Alger. Ce qui signifie que le prisonnier Rafik Khalifa pouvait uniquement être emprisonné à la prison d'Alger, à la prison de Béjaïa, qui est à 250 km d'Alger, à la prison de Médéa, qui est à 200 km d'Alger, et à la prison de Chlef, qui se trouve à 200 km d'Alger. C'est la raison pour laquelle j'ai pu rencontrer pendant 6 mois Rafik Khalifa à la prison de Chlef, qui est à 200 km maximum d'Alger. Et c'est parce que ces conditions étaient respectées que l'Angleterre a accepté. Et en plus de ça, l'Angleterre avait demandé à ce que un officier ou un fonctionnaire de l'ambassade de Royaume-Uni à Alger puisse, à sa convenance, rendre visite régulièrement aux prisonniers Rafik Khalifa pour être sûr que la convention judiciaire signée entre l'Algérie et le Royaume-Uni était réellement respectée. Et en effet, l'Algérie, le ministère de la Justice algérien et l'administration pénitentiaire algérienne a respecté à la lettre
la convention qui avait été signée entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Ce qui veut dire que la France, notamment l'avocat général de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand il dit que si nous envoyons Abdeslam Bouchouareb en Algérie, il va y mourir, c'est un mensonge total. Il suffit simplement de voir que l'Angleterre a extradé Rafik Khalifa et il n'est pas mort en Algérie. Je suis témoin pendant 6 mois qu'il est vivant et j'ai des nouvelles par sa famille qu'il est toujours vivant. Il est à la prison d'Al-Harraj aujourd'hui, car il a été transféré à la prison d'Al-Harraj car il a dû subir une opération et je ne vais pas rentrer dans les détails, car ça relève du secret médical. Et c'est pour cette raison, parce que l'Algérie, il faut quand même l'admettre, malgré tous les défauts des régimes algériens, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, l'Algérie a respecté ses engagements avec l'Algérien Rafik Khalifa. Elle a respecté ses engagements. Alors, vous savez que j'ai fait un livre sur la dictature Bouteflika, vous savez. Et à l'époque, on me l'a reproché, c'était en juillet 2018. Et qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis en anglais, donc le Bouteflika dictatorship, et j'avais mis under French protection. J'avais dit que la dictature de Bouteflika a pu résister pendant 20 ans parce qu'elle était sous la protection de la France. Vous savez que Bouteflika avait donné beaucoup de cadeaux en termes de gaz et de pétrole à l'Algérie, et c'est pour ça qu'aucun président français n'a jamais critiqué l'Algérie pendant Bouteflika. Et vous savez que j'ai payé cher mon combat contre la dictature Bouteflika. Regardez, ça c'était le 6 octobre 2017. J'ai failli mourir à cause de 30 coups de poing très forts du neveu de Ammar Seydani, le patron du FLN, parce que j'avais manifesté devant l'appartement qu'il possédait à Neuilly-sur-Seine, 13-15 boulevard Victor Hugo. Regardez dans quel état je me suis retrouvé. Mon nez a été cassé et mon oreille droite, je n'entends plus rien depuis le 6 octobre 2017. Et en plus, j'ai été emprisonné. Et en Algérie à 4 reprises et à une reprise en France. Vous voyez, ça coûte cher. Ça coûte cher de se battre pour la démocratie et contre la corruption. Parce que la dictature Bouteflika était sous la protection française. Mais depuis que Hamid Tebboune est arrivé, il ne veut plus faire des cadeaux à la France. Et c'est pourquoi nous avons matin, midi et soir des attaques quotidiennes de la France contre le président, c'est Abdelmajid Tebboune, contre l'Algérie, contre ses institutions, contre son peuple et contre sa diaspora. Alors je vais revenir à ce projet de loi, ou plutôt cette convention d'entente judiciaire entre la France et l'Algérie. Voilà. Pareil, il faut lire, hein. À chaque fois je dis aux journalistes algériens qui ne prennent pas le temps de lire. Donc là, il y a 10 pages. Donc il y a 10 pages. Et on va y arriver. 8 pages, pardon. Page 8. Voilà. Je vais vous parler de ce qu'il y a à la page 2. Donc, cette convention d'entente judiciaire, qui a été signée le 5 octobre 2016, avait été demandée, écoutez-moi bien, par l'Algérie. C'est l'Algérie qui avait demandé ça. Mais d'abord, je vais vous dire, voilà, je vais vous montrer ça. Excusez-moi pour le... Voilà. Donc, historique des négociations. Regardez, historique des négociations. Donc, en 2007, c'est l'Algérie qui avait demandé à ce qu'il y ait une convention d'entente judiciaire entre l'Algérie et la France. Alors, je vais vous lire le point le plus important. En juin 2007, les autorités algériennes ont saisi les autorités françaises d'une demande de modernisation du protocole judiciaire de 62. Car jusqu'à la date de 2007, ce qui liait la France et l'Algérie au niveau judiciaire, c'était une convention de 1962. Pardon. Donc de la convention relative à l'exéquatur et à l'extradition de 1964. Donc en 1964, il y avait déjà une
convention sur l'extradition, afin notamment d'introduire dans le domaine de l'entraide les moyens les plus modernes de lutte contre la criminalité et de résoudre dans le domaine de l'extradition les difficultés résultant de la survivance dans l'arsenal répressif algérien de la peine capitale. Voilà, c'est là. Parce qu'il faut savoir que dans le code pénal algérien, il y avait la peine de mort qui avait été interdite en France à partir de Mitterrand, à partir de 1981. Et jusqu'à 2007, la France avait toujours refusé d'extrader un Algérien en Algérie, car la France avait peur que si elle l'extradait, l'Algérie allait le condamner à mort et, évidemment, l'exécuter. Donc l'Algérie a dit, il n'y a pas de problème, nous, si vous nous extradez des détenus ou des personnes susceptibles d'être en infraction avec la justice algérienne, nous garantissons que s'il est condamné en Algérie, il ne sera jamais exécuté. Et ce processus a duré de 2007 à 2016, jusqu'au 5 octobre 2016. Et c'est à partir de là que l'Algérie a dit, la France a dit OK pour signer cette convention d'entente judiciaire entre la France et l'Algérie. Ce qui veut dire que l'Algérie, depuis 2016, avait déjà donné des garanties pour que les personnes qui seraient extradées en Algérie n'aient aucune difficulté et seraient protégées dans le cadre de cette convention d'entente judiciaire. Donc ça, c'est le premier point. Attends, le deuxième point. Depuis l'application de cette convention d'entente judiciaire, c'est-à-dire officiellement depuis 2018, car il a fallu 2 ans avant que le Parlement français, le gouvernement français la ratifie. Écoutez-moi bien, déjà depuis 2010, regardez, déjà depuis 2010, donc avant même la signature de la convention d'entente judiciaire, écoutez-moi bien, la France a adressé 451 demandes d'entraide, commission rogatoire, demande d'enquête et dénonciation officielle aux autorités algériennes, dont 318 ont été exécutées. Donc l'Algérie a toujours joué le jeu. 318 sur 455 ont été approuvés. Sur la même période, l'Algérie a saisi la France de 146 demandes d'entraide, dont 115 ont été exécutées par la France. Ce qui veut dire que l'Algérie exécute davantage de demandes que la France. Et même l'Algérie est très bien classée, car elle est classée au 3e rang des partenaires de la France en matière d'entraide judiciaire pénale, derrière la Turquie et le Maroc. Donc l'Algérie est un très bon élève, c'est-à-dire que la justice française fait entièrement confiance à la justice algérienne dans le cadre de cette convention d'entraide judiciaire. Donc le meilleur élève, c'est le Maroc, et le deuxième meilleur élève, c'est la Turquie, et l'Algérie étant le 3e meilleur élève. Donc l'Algérie répond point par point aux demandes de la France. Donc ça, c'est très important à dire. Maintenant, on va revenir rapidement à la question donc de l'échange donc entre ce monsieur Abdeslam Bouchouareb et l'auteur algéro-français. Alors certains m'ont dit, mais non, on ne peut pas faire un échange, on n'est pas en guerre, etc., etc. Mes chers compatriotes, nous sommes dans une nouvelle bataille d'Alger. Et je vais vous prendre 4 exemples. Ayya, bismillah. Bon, d'abord, les accords d'Évian. Il faut que vous sachiez que dans le cadre des accords d'Évian, du cessez-le-feu du 19 mars 1962, il faut que vous sachiez qu'un des points très importants, c'était que les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans un délai maximal de 20 jours à compter du cessez-le-feu. Voilà, donc, entre l'Algérie et la France, on a l'habitude de libérer les détenus. Premier élément. Deuxième élément. L'Ukraine et la Russie annoncent un nouvel échange de centaines de prisonniers. Regardez, ça date de 2024. Attendez, je vous montre la date. 30 décembre 2024. Premier élément. Donc, deuxième élément. Je continue. Le Hamas et Israël ont procédé à un nouvel échange d'otages et de prisonniers. Vous savez qu'il y a eu plus de 6 échanges de prisonniers
Regardez, ça date de 8 février 2025. Je poursuis. Le 2 août 2024, entre la Russie et les États-Unis, un échange prisonnier révélateur. Écoutez-moi bien, il y a eu 24 prisonniers qui ont été échangés entre la Russie et les États-Unis, et ils disent que c'est le plus important échange de prisonniers depuis la guerre froide. 2 août 2024. 2 août 2024. Je continue, et on n'est pas en guerre entre la Russie et l'Amérique. 2 août 2024. Enfin, dernier exemple, 8 décembre 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie. Et elle a été échangée le 8 décembre donc 2022 contre le marchand d'armes russe Victor Bout, condamné en 2012 aux États-Unis. Voilà. Donc voici des exemples qui démontrent que ma proposition d'échanger l'auteur algéro-français et l'ancien ministre algérien est tout à fait opportune.